Salut les copains, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Backlight et comme chaque fois, je suis avec mon compère et acolyte Raphaël. Comment ça va? Ça va, et toi Mathias? Écoute, ça va bien malgré tout. Mais malgré, une soirée difficile. Malgré une soirée difficile, voilà. Voilà. Le film que nous allons backlighter maintenant, vous l'avez vu finalement dans le titre de cette vidéo, c'est Ala 2. Voilà. Voilà. Merci les amis de nous avoir suivis et Voilà. au prochain Backlight. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Bon, on va pas se mentir, c'était difficile. Hein. Bah, c'était, oui. Alors, Bon, c'était difficile. Oui, c'était difficile, mais bon, enfin, Allez, on va en parler. On va en parler. Et écoute, je te propose qu'on passe tout de suite au pitch du film, parce que tu sais qu'on a cette séquence merveilleuse du pitch du film, à laquelle tu perds à chaque fois. C'est ça. Écoute, j'espère que la tradition va se perpétuer. Allez. Donc c'est parti, le pitch. Shifumi. Ah. C'était psychologique. En fait, tu perds souvent, mais tu gagnes quand il faut. Ouais, c'est ça. Je suis bien content. Le pitch du film, je dois donc pitcher Ala 2. Ala 2, oui, c'est ça. Oui. Alors... Un bien beau titre. Un bien beau titre, déjà. Donc, Ala 2, c'est la suite des aventures d'Aladin, donc du film, du premier film avec Kev Adams sur Aladin. Et donc, l'histoire, c'est Aladin avec sa princesse. Il traverse une crise de couple, on va le dire comme ça. Et à ce moment-là, débarque à Bagdad un méchant joué par Jamel Debbouze, donc il s'appelle Shahzaman. Il y a plein de jeux de mots comme ça, vachement bien. Donc Shahzaman, et il vient pour... Alors bon, c'est vite fait, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas du grand spectacle. Il vient, il dit je prends Bagdad et la meuf, et la princesse. Et c'est fait. Et c'est fait, voilà. Au moment où il le dit, voilà. ça réalise. Et donc Aladin, il s'échappe. Il s'échappe, mais avec quand même dans l'idée de revenir, reconquérir sa princesse et Bagdad. Oui, parce qu'il y a toujours ce parallèle, puisqu'en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les films, le personnage de Kev Adams raconte l'histoire d'Aladin, et en fait, il se passe la même chose... Il se passe la même chose dans sa vie. Ça, on va reparler. Mais même ça, déjà, ça intervient tard dans le film. Voilà. Le fait qu'on comprenne qu'il raconte, quoi. Parce que c'est voilà, c'est un peu implicite par rapport au premier film, peut-être. Oui. Voilà. Enfin, bon, ça relève pas non plus le... Enfin, voilà. Bref. Bref. Voilà. Écoute, je pense que c'est tout pour le pitch, si on doit s'arrêter là. Voilà, après, c'est une comédie, et donc, va s'en suivre tout un tas de péripéties. C'est ça. J'allais dire plus ou moins drôle, mais en tout cas... On peut dire peut-être qu'il va faire, parce que ça intervient assez rapidement, qu'il va faire appel à son ancien génie voilà, pour essayer de reconquérir la princesse. Voilà, donc joué par Éric Judor. C'est un peu compliqué quand même. C'est un film qui, dès la 5e, peut-être la 3e minute, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Voilà. J'avoue que moi, j'étais pas parti forcément... Enfin, j'étais pas parti à... T'étais pas parti négativement? J'étais pas parti complètement négativement. J'avais précisé qu'il y avait 5% de chance pour que ce film soit bien. J'ai donné un pourcentage, moi aussi, qui était beaucoup plus bas. Voilà. Moi j'ai été... Voilà. Et en fait, je me suis trompé. Et c'est pas bien. On va développer, hein, parce que je balance ça un peu comme ça. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Voilà. Mais pourquoi, vous le saurez très prochainement. Après, dans la partie spoil, peut-être où tu développeras un peu plus. Écoute, je vais te donner mon avis. Moi, non seulement j'ai pas aimé, mais moi, je me risque à dire que c'est nul, quoi. Voilà. C'est nul. Bon, il y a 2 vannes qui m'ont fait rire aussi. Mais en dehors de ça, c'est nul. Je trouve que, toujours pour rester sans spoil, mais c'est le genre de film où, malgré tout, il n'y a rien de réussi. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de réussi. L'esthétique du film n'est pas belle. J'essaie même là de chercher, parce que c'est pas forcément ce qu'on vient chercher, mais c'est-à-dire que même sur ce qu'on vient pas chercher dans le film, évidemment, ça m'a pas fait rire. Évidemment, c'est mal écrit. Puis c'est tout le temps des vannes. Voilà, c'est vanne sur vanne. Et vannes mauvaises en plus. Voilà, quoi, mauvaise vanne sur mauvaise vanne. Et surtout, on en reparlera un peu plus tard dans la partie spoil, mais il y a une sorte de truc d'user
une vanne jusqu'à la corde, alors que des fois on l'a comprise tout de suite, quoi. Et puis ils la font traîner. Et c'est long, et ça devient même gênant. Ça devient gênant. Et moi, tout ce film, je l'ai vécu dans un... Comment dire? J'étais dans un sentiment de malaise permanent parce que j'étais à la fois gêné et à la fois ennuyé. Voilà. C'est-à-dire que je m'ennuie profondément quand je regarde ce film. Et pourtant, je l'ai regardé attentivement. C'est-à-dire que je ne l'ai pas regardé en étant sur mon portable, en regardant ailleurs et tout. Mais je suis voilà, gêné et parce qu'en plus, j'ai l'impression, je vis le truc, quoi. C'est-à-dire que quand je vois une vanne qui est gênante et qu'en plus elle traîne en longueur et tout, c'est dur pour moi, quoi, de regarder ça. J'ai l'impression que le film se ridiculise, quoi. Alors après, tu dis la Salary. Moi, j'ai trouvé que... alors, il faut préciser que c'est quand même un public d'enfants. Et puis d'enfants surtout, parce que on en parlait un petit peu avant de tourner et on s'est dit, bon, une avant-première dans un grand cinéma et tout ça, et on avait un peu l'expérience de Taxi 5 là-dessus. Et honnêtement, ça va, tu vois. Je me dis, c'était pas un public insupportable comme à Taxi 5, mais c'est un public d'enfants, voilà, de familial, on va dire. Évidemment, alors, les enfants sont avec les parents, mais c'est un public d'enfants. Du coup, ça gêne pas pour suivre le film. Et je trouve pas que le public arrive. Moi, je trouve que le public ricane. Je me suis pas dit, là, le public, il y a des gros éclats de rire. Et voilà. Non, il n'y avait pas eu de gros éclats de rire. Après, moi, je pense que le problème fondamental de ce film-là, c'est que c'est des situations qui ont été écrites, des sortes des vannes et des situations qui sont reliées les unes entre elles pour former un film. Et que du coup, ça crée... Suite de sketch gênant. Ouais, quoi. Mais alors, je dirais même pas que c'est une suite de sketch, parce qu'il y a des films qui sont des suites de sketch, tu vois. Et là, c'est même pas ça. C'est des suites de vannes. C'est même pas des sketchs, quoi. Parce que les sketchs, à la limite, c'est un peu consistant, tu vois. Et là, en fait, c'est... ah bah tiens, on va faire en sorte que Jamel Debbouze, il se prend les pieds dans le tapis, il tombe, il fait ci, il fait ça, il va sortir telle vanne... il va se retrouver dans un lit avec Eva Adams, il va faire ci, et hop, du coup, on crée la scène pour ça, et on la met à tel endroit dans le film parce qu'elle peut pas être avant, elle peut pas être après, et c'est ça qui construit l'histoire. J'ai l'impression que ça a été construit comme ça, et ça se sent vraiment dans le scénario. Et alors comment ça a été écrit, je sais pas. Est-ce que c'est chaque acteur qui a dit tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Je pense qu'il y en a plein qui ont fait un gros tas, on fait un gros tas avec tout ça, et puis il y a quelqu'un qui son boulot c'est de relier les points, et puis voilà quoi. Et du coup, ça marche pas. Il n'y a pas une vraie intention de raconter une histoire, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si on veut raconter une histoire, on sait d'où on part, on sait où on va. On peut faire des pauses avec des vannes, etc. Mais on poursuit un objectif, un but. Là, on voit pas l'objectif. Enfin, on connaît à peu près. On sait, voilà, il y a un méchant qui arrive, qui perturbe la situation initiale. Et on sait dès les 2 premières minutes, dès l'apparition de Jamel Debbouze, que l'objectif, ça va être de récupérer la princesse, voilà. Il n'y a évidemment aucune surprise. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun rebondissement, il n'y a aucun... tout est écrit... mais voilà. mal. Et du coup voilà, faut placer des vannes. Alors, on crée de l'espace pour placer des vannes, mais des vannes qui sont pas très bonnes, parce que si les vannes étaient excellentes, je veux dire, à la limite, ça pourrait fonctionner. Si t'as passé 1h30 à te marrer, pourquoi pas. C'est ça, mais bon. Écoute, voilà, moi, c'est pour terminer, je dirais, je trouve que c'est mal écrit, évidemment. C'est mal joué, c'est mal filmé, c'est mal tourné, c'est mal mis en scène, Après, c'est mal filmé. C'est pas beau. C'est pas que c'est mal filmé, quoi. C'est que c'est... Si, c'est mal filmé. On filme une vanne, quoi. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention... il n'y a même aucune intention comique, je dirais, dans la réalisation et dans la façon, de filmer, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un moment où on se dit tiens, là, le plan est travaillé pour mettre en valeur cette vanne ou pour machin et tout. Il y a tout qui est raté. Voilà. Pour moi, c'est le genre de film où il y a tout qui est raté. Tout. Il n'y a rien qui arrive à me plaire dans ce film, quoi. Déjà, la première vanne du début, mais vraiment dans l'ambiance. Je veux dire, c'est la toute première, c'est sur cette vanne qu'il y a le générique. En fait, on suit un voleur qui s'introduit dans le palais à Bagdad. Et en fait, ce voleur, c'est Kev Adams. Et c'est Aladdin, quoi. Et Aladdin, en fait, il vole son propre trésor.
Ouais. Mais Voilà. le pire de et ça... il tombe face à la princesse qui dit mais pourquoi tu voles ton propre trésor puisque c'est ton trésor, t'as pas compris. Et rien que, tout est faux dans cette scène, Ah la ouais, vanne c'est n'est ça. pas drôle, le jeu est mauvais, Ouais. et ça installe vraiment... Enfin, Ça moi, installe ce malaise, voilà, en ça fait. installe ce Parce que malaise dès cette le scène de départ, voilà. dialogue qui est censée Mm. surligner, souligner, entourer, Ouais. encadrer la blague de « Oh mon Dieu, il vole son propre Mm. palais parce que c'est lui maintenant le prince et tout », ça met un malaise qui va perdurer pendant tout le film. Alors, on va pouvoir te dire, oui, mais c'est de l'humour pour les enfants. Ah, bon écoute, Ouais. je pense qu'on a suffisamment donné notre avis sans spoil. Et maintenant, bah, mettez vos ceintures. On passe à la partie spoil de Ala 2. Partie spoil de Ala 2. Écoute, je pense que je te propose de reprendre là où on s'est arrêté. C'est-à-dire, tu m'as dit oui, mais on va te dire c'est de l'humour pour les enfants. Ouais. Alors, est-ce que finalement, c'est ma question, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire, bah écoute, après tout, c'est un film pour enfants? C'est vrai, on l'a dit, le public est quand même composé à, allez, 70% d'enfants et les 30% restants, c'est les parents qui sont venus amener leurs enfants. Ouais. Donc, est-ce que finalement, c'est pas juste un film pour enfants? On est allé voir un film pour enfants et... C'est pas un argument valable dans le sens où il y a des films pour enfants comme... je sais pas, Star Wars était un film pour enfants. Il y a plein de Disney qui sont des films pour enfants. Aladdin était un film pour enfants. Aladdin était un film pour enfants. Et d'ailleurs, c'est le premier Aladdin, alors un peu moins le deuxième, là, de Kev Adams. Le premier s'inspire énormément du Disney. En fait, il est même exclusivement basé sur... Enfin, toute l'inspiration vient du Disney, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout... Il n'y a pas de retour à la source, etc. C'est la vision... Enfin, parce que... Encore une fois, Kev Adams raconte, le personnage de Kev Adams raconte une histoire dans le 1 et dans le 2, et il raconte sa vision d'Aladin basée sur le dessin animé de Disney. Concrètement, c'est ça. Bon. Peu importe. Quoi qu'il en soit, je pense que, encore une fois, le secret d'un film pour enfants qui a beaucoup de succès, c'est un film pour enfants qui a plusieurs niveaux de lecture. Qui a un niveau de lecture basique pour les enfants, avec des gags... peut-être qu'on peut qualifier de primaires, mais en tout cas qui sont lisibles par des enfants. C'est de l'humour qui va être... qui va pouvoir toucher les adultes. Et on a un peu... Là, il y a des tentatives. Mais le problème, c'est que tout est mal dosé, et tout est gros, et tout est fait, comme tu disais, surligné, ce qui fait que c'est bon. Souvent, on a envie de dire au film, on a compris ta vanne, on l'a compris, arrête là ici, c'est pas la peine de encore en parler, de voilà. Ce qui fait qu'une vanne pour les enfants, ça va la rendre lourde, une vanne pour les adultes, ça va la rendre lourde aussi. Et là, on peut parler de ce que je disais au début, c'est-à-dire, alors les vannes pour les adultes, on a par exemple, donc il y a en fait, c'est le seul moment où il y a des vannes pour les adultes, quasiment, c'est quand le génie veut téléporter Aladdin à Bagdad. Et en fait, bon, il est un peu cassé, le génie, et il se trompe, et il amène Aladdin dans différents lieux de la planète et à différentes époques. Ouais, voilà. Alors, juste précise, donc ça, c'est une vanne, ok? Le génie, il est un peu pété, et il veut transporter Aladdin à Bagdad, en claquant des doigts. En claquant des doigts, quoi. Et il n'y arrive pas, il se plante. Bon. Ça dure 20 minutes. Cette vanne-là, ça dure 20 minutes. Moi, j'ai l'impression que ça durait plus que ça. Ouais, si, 20-30 minutes. Moi, je trouve que c'est les 3 quarts de... C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui justifie que Aladdin... que le film ne se termine pas. C'est-à-dire que Aladdin ne revienne pas à Bagdad pour... C'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'empêchement à part ça. Parce qu'à partir du moment où il arrive au bon endroit, c'est bon, le film continue. Donc oui. Et donc là, il va être par exemple téléporté à un moment donné en Afrique où il y a des peuples africains, etc. Et d'un coup, il y a... Alors il y a Frédéric Lopez qui sort de derrière une tribu africaine. Ça. Ça, moi j'avoue, ça fait partie des 2 blagues qui m'ont fait rigoler. C'est drôle, sauf que, on revient... Alors, entre-temps, il y a un cut, et puis on revient sur Frédéric Lopez, je crois, si je dis pas de conneries. Je sais plus. Peut-être je me trompe. En tout cas, ça dure longtemps parce qu'il sort, et puis il parle avec lui. Et du coup, ça nique la vanne. Ouais. Je veux dire, il serait juste sorti, il aurait dit quelque chose, hop, il repartait, c'est bon, c'était cool. Mais là, il y a ce dialogue qui fait que, bon, c'est bon, on a compris ta vanne, on a compris, c'est drôle, stop. Fait une référence à Rendez-vous en terre inconnue, c'était marrant. Voilà, pareil, à un moment donné, il y a donc il se retrouve avec Christophe Colomb, qui est joué par Depardieu, donc référence au film, où Depardieu joue Christophe Colomb.
Après, les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires aussi. Bon, bref, bon, les Trois Mousquetaires, c'est pas hyper drôle, c'est juste qu'ils se Non. retrouvent. Voilà. Mais c'est marrant parce que je me suis dit, ça aurait pu être un axe intéressant du film, c'est transporter Aladdin par le génie dans un. Alors, je pense qu'il y a une volonté de créer un univers étendu qui a déjà été fait, hein, puisqu'il y a eu Cendrillon, si je dis pas de conneries. Sur le même principe, sur le même modèle. Et là, il y a même pareil on voit la Reine des Neiges à un moment donné aussi, mais complètement calqué sur le Disney, quoi. Enfin, c'est... Bon, bref. Le Kev Adams Cinematic Universe, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'en profite juste pour raconter la deuxième vanne qui m'a fait rire. C'est qu'à un moment, Kev Adams et Eric, le génie, donc Eric Judor, ils sont enfermés tous les deux dans la lampe. Et l'autre, il lui dit, ouais, il fait chaud ici et tout. Il dit, ouais, je chauffe à l'électrique et tout. Il dit, putain, mais ça doit te coûter une blinde. Et Eric Judor, il dit, ouais, mais laisse tomber, t'inquiète, je fais 2-3 pubs pour EDF et ça règle le truc. Et ça, c'était drôle, quoi, du coup. Alors, pour ceux qui connaissent les pubs, Eric, pour EDF. C'est le côté méta du film. Alors, en fait, ça peut être intéressant parce que en fait, ça se calque pas mal sur le Disney d'Aladin. C'est pour ça que je dis ça. C'est que dans le Disney d'Aladin, le génie fait des blagues anachroniques aussi. C'est-à-dire qu'il va parler de... j'ai plus d'idée de vanne comme ça, mais il mime des présentateurs américains de notre époque, etc., de films qui n'ont rien à voir avec le contexte de l'époque d'Aladin. Voilà. Donc, en fait, le Aladdin de Kev Adams fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il va singer ce truc de Disney en faisant plein de blagues anachroniques, sauf que ça fonctionne pas tellement parce que tout se mélange, en fait. Dans celui, pour prendre la comparaison, dans celui de Disney, c'est la seule personne qui est capable de faire des blagues anachroniques, c'est le génie. C'est tout. C'est le génie, et c'est que des blagues. C'est-à-dire que ça n'a pas tellement de conséquences sur l'univers, c'est des vannes, quoi. C'est un personnage marrant qu'on suit, qui est un peu le narrateur de l'histoire, en fait, aussi, enfin, pas exactement le narrateur, mais en tout cas qui intervient un peu dans le déroulement de l'histoire. Et du coup, on accepte tout ça, puisque déjà c'est drôle, c'est bien fait, et voilà, et c'est bien dosé. Là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au début, il y a une espèce de course-poursuite en tapis, où finalement, normalement, c'est qu'Aladin qui est censé avoir un tapis, mais il se fait poursuivre par des flics qui ont une lumière qui l'éclaire. Donc déjà, il y a de la technologie. À un moment, il y a Jamel qui a un flingue, alors que, bon, a priori, à cette époque-là, ils sont pas censés avoir des flingues. C'est un flingue à fléchette en métal. Là. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, le design est très chelou, quoi. Enfin, bon, bref, il y a plein de trucs comme ça qui font que, ok, on veut mélanger, mais tous les personnages sont capables de jouer avec les anachronismes. Les anachronismes, voilà. Ils sont capables de jouer avec ça, et puis en plus, il y a ces sauts, ces bonds dans le futur, dans le passé, dans le présent, qui en fait, on comprend plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'à quelle époque on est... y a ces références à notre présent, ces références méta, puisqu'il y a carrément des personnages qui disent qu'ils ont vu le premier épisode d'Aladin, quoi, tu vois, donc qu'ils ont vu le film. C'est trop, quoi. En fait, le truc, c'est que tout ça, c'est justifié par... Oui, le fait qu'il raconte. Voilà, par le fait que ce soit Kev Adams qui raconte cette histoire-là à un enfant dans un avion. Je suis d'accord. Et enfin, c'est justifié comme ça, mais ça nous sort de l'histoire. Voilà. Tout le temps, ça, mais pour moi, c'est peut-être la plus mauvaise idée du film, quoi. Bah, c'est la même idée que dans le Disney d'Aladin. Puisque dans le Disney d'Aladin, l'histoire t'est racontée par le marchand qui arrive au début en chantant, machin et tout, et il te raconte l'histoire. Sauf que c'est au début, alors après il y a toutes les théories que en fait c'est le génie, machin, etc. Bon, voilà. Et Disney a confirmé cette théorie d'ailleurs, que le marchand au début, là, c'est bien le génie, en fait. Bon, bref. Non, mais sauf que dans Aladdin, en fait, à aucun moment ça te sort du film. C'est-à-dire que là, quand tu regardes Aladdin 2, tu as cette histoire-là, et puis tu chopes ça, Kev Adams qui est en train de raconter l'histoire. Alors j'allais dire un tiers, non c'est faux, je sais pas, peut-être 10-15 minutes du film. Et donc du coup je me dis mais ok, qu'est-ce que je fais là? C'est lui qui est en train de raconter. Et même ces séquences-là sont longues, elles durent longtemps, et on comprend le truc. Et en fait ça sert, bon, disons que l'histoire d'Aladin à Bagdad est déjà pas terrible, mais en plus ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que ça désamorce absolument tout, vu qu'en fait on comprend qu'il peut raconter ce qu'il veut, n'importe quoi.
qui peut revenir sur ce qu'il a raconté. Que d'autres personnages peuvent raconter, ouais, d'autres personnes peuvent raconter et modifier l'histoire, donc ça bloque un peu et ça coupe même la fin. C'est-à-dire qu'on part sur un truc, bon, c'est complètement nul et débile, on part sur une bagarre de génie qui se lance des cartes de vœux. Voilà, qui se lance des cartes de vœux, parce que génie, les vœux et tout machin. Et puis finalement, c'est le gamin qui dit, bah non, moi je vais te faire une super baston de génie. Donc on se retrouve avec un ring et... ah non, là c'est plus les génies, là c'est Kev Adams et Jamel, donc Aladdin et Shahzaman qui se battent sur un ring. Et on a un début de bagarre. Alors à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Moi j'ai envie de mourir parce que c'est complètement nul. Mais ce truc-là n'a pas de fin, voilà, parce que ça s'arrête au milieu de cette bagarre, parce que finalement il s'arrête de raconter. Pour revenir dans l'histoire de Kev Adams qui va chercher sa meuf en avion et dont on a mais rien à foutre, quoi. C'est vraiment la pire idée de récit possible dans ce cas-là. C'est surtout qu'on ne peut pas s'attacher à l'univers, puisque l'univers, par essence, n'existe pas ou est inventé ou réinventé au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on peut se dire, il suffit que d'un coup, le personnage modifie, invente je sais pas, un nouvel objet, une technologie ou je sais pas quoi, juste pour que ça aide dans l'histoire. Donc tout peut apparaître, tout peut arriver. Tout peut être stoppé en plein milieu, modifié, etc. Et autant, tu as des séries comme, je sais pas, I Met Your Mother qui j'allais parler de ça. Qui utilisent très bien ça, c'est-à-dire que ça permet d'exagérer certains trucs ou de passer sous silence d'autres trucs, de ne raconter que ce qui est intéressant. Vraiment, I Met Your Mother, c'est le modèle de la bonne utilisation de ce mode de narration. Exactement. Et en plus, ça fonctionne dans I Met Your Mother, et j'allais prendre cet exemple-là, parce que du coup, on rentre tellement dans l'univers qu'on comprend que cet univers-là, c'est l'univers du narrateur, et on est à fond dedans. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une vanne qui n'est pas anachronique, mais qui est, on va dire, un décalage, et par exemple, dans I Met Your Mother, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que quand il fait des flashbacks de leur adolescence, ils sont toujours en train de fumer des joints. Mais comme il raconte cette histoire à des enfants, eh ben, il met de côté l'histoire des joints et du coup, il dit qu'ils sont en train de manger des sandwichs. Et donc, on les voit comme ça en train de manger des sandwichs et ils sont tous défoncés à manger des sandwichs. Et après, ça revient dans la série plus tard et tout ça. Et on les voit, ils parlent et puis il y en a un qui arrive avec un sandwich et donc on sait tout de suite qu'en fait, il est en train de fumer un joint. Et donc, ça fonctionne parce qu'en fait, on est attaché au personnage, on a envie de savoir ce qu'il pense. Et quand il raconte quelque chose, on est tout de suite accroché à ce truc-là parce qu'on est dans l'esprit du personnage. Parce que c'est pas n'importe quoi aussi. Ouais, parce que c'est pas n'importe quoi aussi. Pas dans tous mais les ce sens. personnage de Kev Adams, c'est-à-dire pas Aladdin, Kev Adams qui raconte l'histoire, on en a mais rien à foutre. Je veux dire, il a aucune profondeur, mais je veux dire, c'est même pas une critique. C'est-à-dire qu'il est même pas travaillé ou quoi. C'est juste un mec qui va chercher sa meuf, s'il s'est fait larguer. Et enfin bon, c'est nul. Oui, donc ça fonctionne pas. Ce mode de narration fonctionne pas parce que l'histoire, on s'en fiche. Et comme il use trop ce mode de narration en montrant que tout peut arriver, quand tout peut arriver, ça donne Avengers. Et du coup, c'est pas intéressant parce qu'on s'attache pas à l'histoire. Et parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enjeu. Et en fait, ce qui se passe... dans les comédies, des fois, il peut y avoir ce problème de manque d'enjeu parce que c'est trop d'humour. Parce qu'on donne plus de part à la vanne. C'est ça. Mais voilà, là, voilà, les enjeux, tu les oublies. Voilà, même le personnage du méchant de Jamel Debbouze n'est pas crédible. Non. Parce que c'est pas vraiment un méchant, c'est un comique, quoi. Voilà, c'est un comique. Mais en plus, moi, il joue son personnage de Jamel Debbouze. Quoi. Bah ouais, mais mal. Et c'est ça le pire. C'est que moi, attention, je suis un grand fan de Jamel. Marocain, voilà, j'adore Jamel. C'est voilà, vraiment, c'est pas comme Kev Adams, on peut dire au départ, je l'aime pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est rien de personnel, évidemment. On va dire c'est le personnage qui nous propose, son humour qui ne m'atteint pas. Mais Jamel, oui, je veux dire, Jamel, ses spectacles, ses missions Cléopâtre, j'adore Jamel, quoi. Mais là, c'est pas possible, quoi. Cette espèce de surjeu de lui-même. Alors, il est une sorte de caricature de méchant, de dictateur méchant, et de son personnage à lui. Et avec toujours ce truc de prendre une vanne et de l'user jusqu'à la corde, et ça devient insupportable. Il y a une vanne à un moment où ils font la blague sur le génie Akinator. Oui. Donc Akinator, pour ceux qui connaissent, c'est le site internet où on pose des questions. On pense à
C'est un génie, en fait. Bon, disons que c'est présenté comme ça. Oui, Mais c'est une base de données, en vrai. mais ça aurait pu être un castor. Quoi. Voilà, ça aurait pu être un castor qui devient. Voilà, vous pensez à un Il personnage. suffit de changer l'image. Quoi. Il vous pose des questions et puis vous répondez aux questions. Est-ce que le personnage il est grand, est-ce que machin, tout ça. Et à la fin, il devine. Voilà, c'est sur Internet. Allez voir Akinator si vous ne connaissez pas. Bref, voilà. Donc ils font cette blague-là. Donc il y a un génie, Akinator. Et donc voilà. Et donc on a compris en fait. C'est-à-dire que quand il a dit Akinator, on a compris. Ok, van, référence, génie, Akinator. Et voilà. Mais alors, ça dure ce truc. C'est pareil, quoi. Du coup, il pose les questions pour savoir qui est le personnage. Et en plus, on comprend même pas l'issue de la vanne parce que il répond toujours pareil aux questions. Il trouve quand même qui c'est. Enfin, bon, c'est... J'ai peut-être une réponse. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que les gens qui ont fait ce film, alors par les gens, j'englobe peut-être, je sais pas, peut-être le producteur, le réalisateur, les acteurs, je sais pas, qui est vraiment aux commandes, aux manettes de ce film-là. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à se dire, voilà, on fait une comédie grand public, les gens sont un peu cons. Voilà. Non, mais tu vois, c'est un truc de producteur, ça, de se dire, voilà, les gens, tu sais, il faut leur expliquer, ils comprennent pas tout. Et donc, on est dans une démarche de, bah voilà, quand tu fais une vanne, explique-la, parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Voilà. Et alors, je sais pas de qui ça vient, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, tu vois, de se dire, voilà, c'est un film grand public, tu peux pas... Et en même temps, tu peux pas faire de vanne sans préciser ta vanne. En même temps, la vanne d'Akinator, les enfants vont pas la comprendre, parce que je pense pas qu'il y ait des gamins qui traînent sur Akinator. La blague de Depardieu en Christophe Colomb, les gamins vont pas la comprendre. Oui, mais à la limite, ça, cette blague, tu peux dire, oui, si mais ils ne comprennent pas, ça n'empêche pas que... Mais elle dure quand même, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu peux l'expliquer... si tu connais pas Depardieu et que tu connais pas Christophe Colomb. Mais tu l'as compris quand tu as vu Depardieu en... C'est-à-dire que moi, à la limite, tout ce parcours-là, Kev Adams, il serait apparu sur le sol africain, il y avait Frédéric Lopez, tu vois, hop, il disparaît, il réapparaît sur le continent américain, il y a Depardieu, hop, il disparaît, il réapparaît à côté du génie, ça me fait une vanne drôle. Oui, sauf que ça dure 10 secondes. Sauf que ça dure, et qu'il fallait que ça dure 20 minutes pour pas qu'il revienne tout de suite, parce qu'à partir du moment où il revient à Bagdad, bah voilà, comme il n'y a pas de scénario, comme il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de difficulté, etc., bah forcément, le faire revenir à Bagdad, ça veut dire affronter le méchant, donc solution rapide, et voilà, quoi, c'est... Puisqu'en fait, c'est que des échanges de vannes. Chaque scène est un échange de vannes, encore une fois, et du coup, ça amène pas d'histoire, ça amène pas d'enjeu. Voilà. C'est toujours le même problème. Vous avez quand même une vision assez globale de ce qu'on a pensé du film. Juste, si on pourrait préciser avant de... En fait, j'allais pas passer... J'allais élever le débat. Mais attends, juste avant d'élever le débat, on n'est pas là en train de se payer le film pour se payer le film. Enfin, en tout cas, pas moi. Mais j'essaie de savoir comment un film... Enfin, ce qui m'intéresse, moi, quand je vois un film comme ça, c'est comment on en arrive à créer ce genre de film et quelles sont les... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, quelles sont les décisions qui sont prises, quelle cible est visée, quel public est visé, pourquoi on fait des vannes comme ça, pourquoi on construit un film comme ça. C'est ce que j'essaie de comprendre. Quels sont les éléments dans la vie de chacun qui nous amènent à ça. Voilà. Mais ça peut paraître condescendant, tu vois, quand on dit ça, mais sans être condescendant, je veux dire... Enfin, voilà, pourquoi on obtient ça, voilà. Ouais, mais si, on peut être un peu condescendant en même temps. Tu sais, tu mets 10 balles pour aller au cinéma, alors en même temps, on peut dire toujours qu'on n'est pas le public et que nous, c'est sûr qu'on allait voir ce film un peu pour faire cette vidéo aussi, donc on serait probablement pas allé le voir et on n'aurait pas payé 10 balles. Après, on essaie d'aller voir des films populaires et assez différents à chaque fois. Voilà. Je veux dire, celui qu'on a fait avant, c'est Kin. Voilà, c'est Kin qui est quand même un film assez différent de Ala 2, quoi. Ouais. Voilà, et on essaie de faire des trucs très différents. Oui, on essaie de faire des trucs différents et de parler de tout, et comme tu dis, d'essayer de voir un petit peu ce qui fait le cinéma maintenant. Et on essaie de faire des débats, et justement, ces films nous amènent à des débats différents. Ouais. C'est pour ça qu'on va pas avoir tout le temps le même style de film, sinon on aurait toujours les mêmes débats, et les mêmes discussions. Du coup, écoute, en tout cas, ton intervention nous mène directement à la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ce genre de film, c'est pas l'avenir des comédies françaises ? Parce qu'on peut se dire, honnêtement, je pense que ça marche. En tout cas, Aladdin a marché. Il a fait ses entrées. Avec une grosse prod derrière. Donc, on a mis le pognon pour faire un 2.
Je pense qu'il y aura un 3, un 4, enfin tant que ça marche, de toute façon. Oui, ou des déclinaisons avec d'autres films Disney. Disons que... Parce que c'est basé vraiment sur des films Disney. Quand je dis ça, me tapez pas dessus en disant oui, c'est tiré de vrais contes et tout, je sais. C'est basé sur des films Disney. Ouais. Voilà. Mais ouais, voilà, en tout cas, est-ce que finalement, la tendance, c'est pas de se dire, bah, l'important c'est qu'on ait Kev Adams, ça va ramener des enfants, enfin, c'est du monde, mais principalement des enfants. C'est vrai. Au passage, on rajoute un Jamel, puis avec des guests, Big Flo et Pour que Oli, les parents tout ça. soient contents, enfin en tout cas pour Jamel. Pour Jamel, ouais, voilà. Mais après, voilà, un Big Flo et Oli parce que ça ramène Sur des YouTube, ados, voilà, ça YouTube et tout marche. ça. Donc, on met des gens connus, peu importe un peu le scénar, on fait un truc très simple, il y a un méchant qui arrive, il faut les battre et les vaincre à la fin. Et on met plein de vannes au milieu avec effectivement un côté méta et puis plein de trucs qui font référence à ce que les gens vont pouvoir voir autour d'eux. Ça suffit très amplement pour faire un film et en tout cas pour gagner du pognon avec. Est-ce que c'est pas ça du coup l'avenir du cinéma français? En tout cas des comédies françaises. J'espère pas parce que bon après il en faut pour tout le monde mais pour moi c'est comment mettre de l'argent dans un truc qui est pas trop risqué parce que on sait que pour une raison qui m'échappe totalement, c'est ce que je disais à la sortie du cinéma, pour une raison qui m'échappe totalement, Kev Adams est bankable auprès des enfants et auprès des jeunes, des ados même aussi. Et moi, j'ai jamais compris ce phénomène Kev Adams. Alors, c'est basé peut-être sur ses spectacles, sur sa série, la Soda qu'il y avait, etc. Mais j'ai jamais trouvé l'univers. Enfin, je vois pas la matière qu'il y a eu, à part de la com, de la pub, enfin des choses assez convenues, quoi. Je vois pas quelle est la matière qui pousse les jeunes à aimer à ce point-là Kev Adams, quoi. Je comprends pas non plus. Pour moi, c'est un vrai mystère, mais je dis pas ça encore avec de la condescendance, hein. Je dis ça, je comprends pas. Je veux dire, j'arrive, tu vois, à comprendre un Jul, par exemple. Tu vois, pourquoi Jul, ça fonctionne à Marseille, auprès des minots, etc. Même si je suis pas un fan de Jul, j'arrive à comprendre. Mais Kev Adams, pour moi, c'est un vrai mystère de pourquoi ça fonctionne. Bon, après, il est tellement présent dans le cinéma maintenant, et dans le cinéma pour les gosses, que maintenant je comprends maintenant, mais qu'est-ce qui a fait qu'à l'origine, Kev Adams a fonctionné dans les premiers films qu'il a fait, et voilà, enfin bref. Donc ça, pour moi, c'est le premier mystère. Mais voilà, bon, visiblement, ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit. On met Kev Adams dans un film, on fait un film pour les gosses, les gens viennent, voilà. Bon, bah, pourquoi je veux dire, est-ce qu'il y a des producteurs qui veulent se faire plus chier que ça, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'en France, on a des producteurs qui veulent prendre des risques? Est-ce qu'on a même des réalisateurs qui veulent prendre des risques? Bon, j'imagine qu'on en a, mais en tout cas des réalisateurs qui ont le pouvoir de faire des films. Est-ce que les... Voilà, je veux dire, c'est con, quoi. Je veux dire, on prend Kev Adams, on fait un scénario qui n'a pas dû être bien compliqué à faire, on met de l'argent dans tout ça, on met de la com, on met une musique qui va bien, on fait de la promo autour de tout ça avec... Alors là, pour Aladdin, le premier, c'était autour de Black M qui avait fait... la musique qu'il fallait, l'acétal, bon, même si on a un peu, enfin le morceau est un peu moins bien et on l'a moins entendu, quoi. Ça marchera pas. Ça marchera pas à mon avis. On a vu d'autres films aussi récemment qui ne sont pas dans cette optique-là et qui sont faits avec beaucoup moins de moyens et qui racontent quelque chose et que voilà. Mais ce serait bien qu'il n'y ait pas d'un côté le cinéma d'auteur fauché, un peu élitiste, un peu tout ce que tu veux, et de l'autre côté des sortes de blockbusters français. Totalement décérébrés et qui sont pas très intéressants finalement et rien entre les deux, quoi. Je veux dire, on peut avoir tout un panel, enfin en tout cas les Américains réussissent à faire ça, d'avoir d'un côté des très gros blockbusters qui coûtent beaucoup d'argent, de l'autre côté du cinéma d'auteur aussi, et même du cinéma indépendant aussi, et puis même du cinéma d'auteur ou indépendant, même des fois à gros budget, enfin il y a de tout, quoi. Je veux dire, et ça permet de voir... Même si, bon, on pourrait en parler encore, il y a d'autres complications au niveau d'Hollywood, mais globalement, ça permet quand même de voir des pépites sortir qui, en France, ne trouveraient pas leur voie, quoi, trouveraient pas le financement, trouveraient pas... Voilà. Et moi, je suis quand même assez perplexe. Ouais, voilà, c'est sûr. Par rapport à ça. C'est sûr, bon, là, on n'a pas le temps de développer un peu le système américain et tout, mais c'est sûr que les Américains, ils ont beaucoup plus le goût du risque, en tout cas, parce qu'ils sont prêts à se planter 3, 4, 5 fois pour que la 6e, ils sortent une pépite qui va leur apporter beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'évidemment, c'est pas dans le but comment dire, c'est pas de la philanthropie. Mais voilà, les Américains ont le goût du risque, et en France, non. Bon, pour tout un tas de raisons, mais voilà. Alors c'est sûr que
ce qui compte en France pour faire un film, c'est d'avoir un acteur connu, et après, tout le reste, c'est secondaire. construit là-dessus. Voilà. En tout cas, pour faire un film qui n'est pas un film d'auteur, qui sera un film grand public. Et là, il y avait 2 acteurs connus. Donc, Et là, il y avait plus que ça, parce que tu as Eric et Ramsey, Jamel, je pense que le prochain sera avec Gad Elmaleh. Ouais, probablement. Forte chance. Mais en tout cas, moi, ce qui me... Enfin, je sais pas, alors peut-être que j'oublie des trucs, mais ce qui m'intéresse par rapport à la comédie française, c'est que je me dis, il y a eu quand même des périodes, et il y a eu vraiment... il y a eu la période vraiment des films de Francis Weber, quoi, avec Pierre Richard, tout ça, donc et François Pignon et tout ça. C'est quand même... Ça faisait quand même des bonnes comédies, quoi. Il y a eu évidemment la période des Louis de Funès, quoi. Et pourtant, dans les Louis de Funès, il y a aussi des films impinables, quoi. Il y en a qui sont... je veux dire, le gendarme et les extraterrestres, c'est une horreur. Mais en même temps, l'univers Louis de Funès, le Louis de Funès Cinematic Universe, c'est quelque chose qui est quand même complètement culte, quoi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un peu moins de moyens aussi pour obliger... Est-ce que s'ils n'avaient pas eu moins de moyens pour Aladdin, ils auraient été peut-être plus créatifs? Obligés d'être plus créatifs, et voilà. Et il y a eu plein de trucs, et on en parlait hors antenne, j'ai envie de dire. Non, mais on a eu aussi des films issus de comédiens ou de comiques. Ou, voilà. Il y a eu Les Inconnus qui faisaient un carton à l'époque. Ils ont fait un film, ça a donné Les Trois Frères, ce qui était quand même pas mal. Alors les films qu'ils ont fait après étaient ratés, mais voilà. Et il y a eu Les Nuls. Le Pari est pas mal aussi. Le Pari, il se laisse regarder. Et il y a eu Les Nuls qui ont fait La Cité de la Peur, qui ont fait Cher Chabat, il a fait Mission Cléopâtre, qui est quand même un film hyper grand public, quoi. Et là, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers un cinéma qui sera fauché ou pas d'ailleurs, parce que tu vois, par exemple, le Dîner de con, c'est un film qui a pas coûté une blinde, quoi. Alors oui, il y avait des... il a coûté une blinde en termes de cachet, quoi. Voilà, il y avait des comédiens connus, il y avait Thierry Lhermitte. Il y avait Jacques Villeray, voilà, il y avait des comédiens connus, mais malgré tout, c'est pas un film qui a coûté une blinde, c'est adapté d'une pièce de théâtre, c'est un mais c'est pas des films pour les enfants non plus, tu vois. C'est pas un film pour les enfants. Voilà. Après, c'est pas un film pour les enfants, n'empêche que tu peux y amener tes enfants et ils comprennent tous les tenants et aboutissants de ce film, et ils se marrent du début à la fin, parce que tu te marres à avoir l'autre à appeler et raccrocher et dire on a les droits, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc voilà, j'ai juste l'impression que quand même, il y a eu un moment où on se faisait un peu chier à faire des comédies bien, et que maintenant, je veux dire, c'est quand même totalement passé à la trappe. Pour ce qui concerne vraiment les comédies, parce qu'on se dit, bah voilà, les comédies françaises, ça marche, et puis bah voilà, on prend un acteur connu, et entre les deux... Après, est-ce que c'est aussi sombre que ça? Parce que tu vois, par exemple, pour reprendre un exemple de films qui peuvent émerger, tu vois, il y a Alexandre Astier, par exemple, avec les Astérix. Donc le premier qui était Le Domaine des Dieux, donc les Astérix en 3D, et là il y en a un qui va sortir en décembre, qu'on backlightera, j'imagine, oui, évidemment. Qui a cette fois-ci une histoire originale. Alors c'est sûr, il faut aller chercher des mecs comme Astier, mais c'est des films qui tiennent la route. Alors après, il n'est pas fantastique, Le Domaine des Dieux, c'est pas le film de l'année, mais voilà, ça tient debout. Il y a 2 niveaux de lecture, encore une fois, pour les gamins, pour les adultes, et il y a un vrai scénario, quoi. Mais Astier galère à faire ses films, quoi. C'est ça le truc. C'est que Astier, en France, il n'a pas la position que pouvait avoir un Louis de Funès, où, vu que tout était basé sur Louis de Funès, en gros, il faisait ce qu'il voulait, mais il bossait derrière. C'est-à-dire qu'il ne disait pas, bah, puisque je suis Louis de Funès, j'apparais dans un film, c'est bon. Il bossait. Et en plus, ceux qui connaissent un petit peu, il était imbuvable, insupportable, il bossait tout le temps, il refaisait ses gags 200 fois jusqu'à ce que ce soit parfait et tout ça. Donc je veux dire, voilà, Astier, moi c'est sûr, moi je lui file les clés et je lui dis fais-moi des films toute l'année, fais-toi plaisir, fais-moi la suite de Kaamelott. Mais personne ne veut lui filer parce que tout le monde a peur et c'est un public de geeks et c'est machin. Est-ce qu'il y a le public et ça représente suffisamment de monde? Est-ce que le cinéma de Le Pâté Plan de Campagne sera plein en avant-première pour Kaamelott? C'est ça la vraie question. Donc, mais en fait, on résume tout le problème là ici, c'est-à-dire que en vrai, voilà, les producteurs, j'ai un producteur un peu basique qui pense que par le pognon, il va pas se prendre la tête avec prendre un risque avec un gars comme Alexandre Astier, pour citer lui, mais il y en a d'autres. Hein, je veux dire, voilà, avec un Kaamelott où tu sais que ok, il y a un public déjà, il y a une base, mais est-ce que ça va toucher un large public? C'est voilà tout le problème.
Oui, puis Astier, il peut péter un plomb et dire tiens, je vais faire un truc sombre, Ouais. comme la saison 5 de Kaamelott, et il n'y aura pas un gag toutes les 27 secondes parce que c'est chronométré, et du coup, il y a un mec qui va passer au montage derrière qui va dire attends, ça fait 20 secondes que j'ai pas rigolé là, donc tu me mets un gag vite, quoi. Donc voilà, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Ça fait peur, je pense qu'en France, ça fait peur aux producteurs d'avoir quelqu'un qui n'est pas totalement contrôlable. D'avoir un réalisateur, je pense que je connais pas bien le réalisateur de ce film, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas non plus. Alors, le réalisateur de la 2 s'appelle Lionel Sketeke. Voilà. Non, pardon, Stekete. Stekete. Je sais pas comment ça se prononce. Stekete, on va dire. Je veux dire, ça sent pas. Enfin, ça sent un peu l'exécution. Ça aurait pu être lui ou un autre, peu importe quoi. On sent pas une patte. C'est ce qu'on appelle un film de commande. En général. Il y a des petits essais. On sent que des fois, ils ont voulu se faire plaisir, mais comme on pourrait se faire plaisir sur un projet étudiant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire en se disant bon bah voilà, de toute façon là, il faut qu'on fasse une scène comme ça. Bah tiens, si on essayait de la faire plutôt comme ça ou comme ça. Mais bon, ça n'a pas de sens avec le reste du film ou avec même la scène qui est filmée. C'est voilà, bon, c'est dur. Écoute, moi j'ai envie de commencer tout de suite par le flop. Allez, voilà, vas-y. ça va aller vite. Je vais dire tout. Je vais dire, non mais bon. Je peux rien dire moi après. Non mais je veux dire, voilà, il y a tout qui est raté dans ce film. Je vais quand même réussir à sortir un petit top ou nez parce que voilà, parce que il faut se creuser un peu la tête. Mais j'ai pas envie de mettre plus en flop un truc. Si, je peux dire l'écriture quoi, mais il y en a pas en fait. C'est-à-dire que c'est même, enfin bon voilà, donc j'ai pas envie de sortir un truc en particulier. Je vais dire le flop c'est le film complet. Tu dirais quoi, toi, pour le flop ? Pour moi, le flop, c'est Kev Adams. Dans le sens où c'est intéressant. Pour un film qui est entièrement basé sur Kev Adams. Mais à plusieurs niveaux, pas forcément que pour lui. Bon, ce que je lui mettrais à charge sur lui, c'est son jeu qui est un peu limite, notamment dans les scènes où on est dans la réalité, où, je sais pas, il joue... à un moment, il est dans l'avion, il arrive au Maroc, et puis il va rejoindre sa copine. Et là, il joue le mec un peu voilà, avec des émotions, machin, etc. Ça marche pas. Il joue super mal. Ça marche pas. Donc il est vraiment just là-dessus. Et c'est un film qui est quand même entièrement fait à la gloire de Kev Adams, quoi. On peut le dire, c'est vraiment pour montrer Kev Adams et dire regardez-moi à quel point je suis beau. C'est lui qui fait la voix off, c'est le personnage principal. Il a le beau rôle dans le personnage principal, il fait de la muscu, il est beau, tout le monde l'aime. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui le met un peu en danger. Et même d'ailleurs, à la fin, moi je trouve, parce que. Donc, ce qui est d'ailleurs même pas possible dans la narration. Parce que des fois, vous savez, quand on regarde un film, on a cette séquence un peu où le personnage qui raconte, quand on se rend compte qu'il y a un narrateur, et ben en fait, les personnages qu'il a dépeints comme le méchant, comme le machin, tout ça, c'est les personnages qu'il a autour de lui. Là, c'est un peu le cas avec l'hôtesse. Il a une hôtesse de l'air en face de lui et donc elle intervient. Tout ça. Mais là, il y a dans l'histoire des personnages qu'il connaît même pas, quoi, comme... Jamel, en fait, c'est le mec qui va épouser sa femme. Oui, il n'est pas censé le connaître. Il est pas censé. On pourrait peut-être qu'il l'a rencontré avant. Il l'a vu avant et tout. Mais le garde du corps, là, qui est en fait le pote de Jamel. Il ne peut pas le connaître. A priori, il ne le connaît pas. Ramzi, qui est aussi l'autre pote de Jamel. Je ne sais pas comment. Bon, donc ça, on comprend pas mais trop. Si tu commences à checker les incohérences. Non, mais bon, ça participe au truc. Et du coup, je me dis, mais. Parce que le Jamel de la vraie vie, en quoi il est méchant ? Je veux dire, lui... Non, en plus, il est présenté comme gentil. Ouais, mais c'est-à-dire que le film est totalement immoral en plus. Ouais. Parce que du coup, ce pauvre Jamel, il allait épouser une meuf sympa, quoi. Oui, après, tu comprends qu'il le dépeint comme un méchant parce que c'est son ennemi, tu vois. Non, mais d'accord. Sa meuf, quoi. Mais du coup, je dis, le film est totalement immoral parce qu'il interrompt le mariage de sa meuf, enfin de son ex, du coup, avec Jamel, qui a l'air d'être un type tout à fait sympa. Qui construit des hôpitaux. Machin. Qui finance des hôpitaux. Et du coup, à la fin, la morale du truc, c'est que non, finalement, elle revient quand même avec lui, même si c'est un gros con, quoi. Oui, mais parce que c'est Kev Adams. Ben ouais, mais c'est encore une fois. C'est juste tout ça pour revenir au propos que c'est un film à la gloire de Kev Adams. Non, mais moi, pour étoffer ce que j'ai dit, pourquoi ? Donc déjà, parce que le jeu est juste, mais même au-delà de ça, c'est un film qui est trop construit sur le personnage de Kev Adams, et c'est ce qui fait en partie que c'est un mauvais film. Parce que on voit tout le temps Kev Adams à l'écran, il y a très peu de scènes sans lui. Même la dernière scène, alors c'est peut-être anecdotique, mais la dernière scène, c'est une espèce de
parodie de chansons Disney, tu vois, encore une Comédie fois, c'est-à-dire que, musicale. voilà, en gros, ils se mettent à chanter, Ça fait et cheap. Ils et sont ça 5 s'appelle sur un balcon, c'est moi Aladdin, Aladdin c'est moi, Ouais. je suis Aladdin, tu es Aladdin, c'est lui, bon, voilà, mais il chante au début avec la princesse, et il dit à la princesse, non mais tu chantes mal, et la princesse lui dit, bah t'as qu'à épouser Tal à la place, et hop, il y a Tal qui apparaît, et qui chante, et qui remplace la princesse. Et je me dis que c'est quand même un peu chelou que le but du film, ce soit qu'il retrouve donc la princesse, il fait tout pour retrouver la princesse, et à la fin du film, il remplace la princesse par Tal juste parce qu'elle chante faux. Ouais. Et je me dis que d'un point de vue, alors c'est un détail, hein, c'est pas grand-chose, mais d'un point de vue purement... Oui, du point de vue de la narration, c'est con. quand même... c'est pour une vanne, ben on est prêt à balancer en l'air Ouais. le propos principal du film, quoi. Enfin, l'objet du film, en fait, quoi. C'est ça, quoi. Et pour une vanne, voilà. Donc c'est un peu ça. Et Kev Adams, c'est ça. En fait, pour une vanne, ben, on est prêt à niquer une scène, à niquer une situation, enfin voilà. Et pour une vanne pas drôle. Hein, Et pour une vanne aussi. pas drôle, en plus. Donc... voilà, je trouve que ce film est trop construit autour de lui. Alors je comprends pourquoi, je comprends la volonté des producteurs et même peut-être de Kev Adams lui-même, j'en sais rien. Et puis même les seules scènes où Kev Adams n'est pas dedans, c'est les scènes avec Jamel. Et on sent que voilà, dès qu'on voit pas Kev Adams, il faut voir Jamel à l'écran. C'est important parce que ça coûtait cher. Donc il faut voir ça. Et ça crée un déséquilibre énorme à tous les niveaux, au niveau de la narration, au niveau de plein de choses. Et ça fonctionne pas. Et voilà. Et je pense que même si j'étais Kev Adams, je prendrais du recul là-dessus. Et moi, c'est ce que réellement j'ai pensé pour ce deuxième film. Enfin, c'était mon espoir. Je ne l'ai pas pensé vraiment, mais mon espoir, c'était de se dire, voilà, bon, on a fait Aladdin, ça a eu du succès. Mais voilà, maintenant, on a de l'argent, on a des moyens, on a accès à très bons acteurs, parce que Jamel, a priori, pour moi, est un bon acteur. Pourquoi on ferait pas un bon film? Eh ben non. Non, bah, Il a loupé ce rendez-vous, quoi. Le truc, c'est que tant que ça marche, elle va pas changer la recette. Hein. Ouais, mais bon, c'est con, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Bon, c'était ton flop, Kev Ouais. Adams. Est-ce que tu as un top? Dans le premier film, les chansons sont au premier degré. Voilà, elles sont au premier degré, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parodie, encore une fois, du film de Disney, quand il y a Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababois, voilà, bon, bref, il rentre, donc cette musique, quand il rentre dans la ville, quoi, et ben en fait, elle est parodiée dans le premier Aladdin, et il y a une espèce de chanson, encore une fois, alors je ne me rappelle plus vraiment des paroles, mais c'est de l'ordre de Aladdin, c'est moi, je suis trop cool, je suis trop beau, tout ce que tu veux. Et elle est premier degré. Et là, dans le 2, les deux chansons qu'il y a, il y en a une au début, elle est second degré, puisqu'il se moque lui-même du fait qu'il chante, que c'est ridicule, etc. Et à la fin, elle est un peu second degré aussi, parce que il y a du méta dans la chanson, Ouais. puisqu'il Pas tant se second moque du degré que ça, à fait... la fin. Ouais, mais si, quand même. Il se moque du fait qu'ils sont en train de chanter. Bon, bref. Voilà, donc... Pour moi, c'est le top, finalement, c'est d'avoir eu conscience que les chansons comme ça, premier degré, c'était pas possible. T'imagines pour toi quand même le top, c'est que c'est moins mauvais que dans le premier, quoi. Est-ce que j'ai trouvé un top ou j'ai pas trouvé un top? T'as trouvé un top. Eh ben merci, Ouais, voilà. top. Démerde-toi maintenant. Non, écoute, moi j'ai un top Mm. qui sera un top léger, quoi. C'est vraiment parce qu'il faut bien trouver un, mais Mm. c'est Éric Judor, voilà. Parce que moi, Éric Judor, il me fait marrer quasiment tout le temps quand il... Et Ouais. voilà, et sa vanne de DF, là, ça me fait marrer. Et voilà. Ouais, personnage un peu naïf et tout. Ouais, alors je sais pas pourquoi, par contre, ils ont insisté pour lui mettre cette gueule de con, là. J'ai pas compris. Ouais, Et ça, c'est surtout la deuxième fois, parce que au début, il le retrouve, il a une gueule complètement défaite. Oui, mais je comprends ou pas pourquoi quoi. ses dents d'un coup Ouais. sont comme ça alors qu'il a des dents normales quand il est génie. C'est quoi. ça. J'ai pas du tout compris pourquoi il C'est- était comme ça. Surtout qu'après, il redevient génie, donc il reprend sa gueule normale. Ouais. Et puis à la fin, il sort et il a une gueule de con. Tout le monde se fout de sa gueule. Et il dit, mais pourquoi t'as cette gueule de con? Il dit, bah, j'ai pas eu le temps de me préparer. Tu me préviens au dernier moment. Ça ressemble à un truc qu'on comprend pas au niveau du tournage. Où, Ouais. il y a dû Ou avoir un truc qu'ils ont coupé peut-être. Dans Ouais, le... ou retourner après. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a dû avoir Bon, un merdier ça, j'ai pas qu'on n'arrive compris. pas à comprendre. Ouais. Mais malgré tout, moi j'aime bien Éric Judor. Et au final, quand je regarde Éric Judor, bah, enfin, je sais pas, c'est son personnage qui me fait marrer. Et il est toujours un peu con, un peu bonhomme, quoi. Donc la note de à la 2 en aioli. Écoute, moi je l'ai, donc c'est...
Si tu l'as aussi, vas-y. Combien tu mets pour Ala 2? 0. 0. Écoute, une fort bien belle note. Bah, je suis désolé, il n'y a rien à sauver, quoi. Je peux pas, je suis désolé. Écoute, bon, on va abréger, je vais donner ma note aussi, ça va être 0. Hein. On va pas tergiverser. On va pas tergiverser Milan. Voilà, on a mis 0 à Gaston Lagaffe. Bon, j'ai pas envie. Du coup, est-ce qu'on peut post-noter Gaston Lagaffe? Moi, je mettrais peut-être 1 à Gaston Lagaffe. Moi, je mettrais peut-être 0,1 à Gaston Lagaffe. Ouais, moi j'ai mis 1, je sais un peu. C'était quand même moins pire, je pense. Non, c'était moins pire parce que c'était plus construit, tu vois. Oui. Avec le recul, je dirais parce que c'était plus construit. Parce que dans Gaston Lagaffe, on décelait une intention, quand même. Oui. Et bon, tout était foiré, mais on décelait une intention et ça vaut peut-être 0,1. Alors que... Parce qu'il y avait une sympathie, moi, je trouvais, vis-à-vis de PEF, quoi. Bon, voilà, après... Oui, on pouvait toujours lui faire le truc de... Voilà, il s'est foiré, mais il avait envie de bien faire. Ouais, voilà. Alors que là personne n'avait envie de bien faire. C'est ça, on sent pas à aucun niveau une volonté de faire un truc bien. Donc voilà, après, les notes sont gravées dans la Yoli. Hein. On peut pas y toucher, quoi. En tout cas, merci, les amis, d'avoir suivi ce backlight avec nous. C'est-à-dire que si vous êtes arrivés jusque-là, vous êtes courageux. C'est ça. Mais bon, on s'est quand même fait 1h38 de Ala 2 pour vous. Et même plus que ça, parce que, allez, c'est tard. Oui, donc, pour ceux qui sont restés jusque-là. Je mettrais peut-être un petit extrait. Ouais, voilà. En fait, on était à l'avant-première du film, donc en présence de Kev Adams et de Jamel, d'ailleurs. Pour vous dire à quel point on n'a pas été payé pour faire cette vidéo, quoi, parce qu'ils étaient là, on les a attendus pendant... Ouais, en fait, en plus, ils sont arrivés super tard, donc on a attendu dans la salle super longtemps, je sais pas, genre 40-50 minutes. Et voilà, pour que finalement, en plus, bon, après, c'était pas pour les voir quand on venait, mais voilà, ils sont arrivés, ils ont dit salut, ils ont fait 2 blagues pas drôles, ils sont repartis. Il a fait un bide, Kev Adams a fait. Et Kev Adams a fait un gros bide, ouais. Ils ont eu 5 minutes et il a fait un putain de bide. Il a réussi à faire un gros bide avec une blague pas drôle du tout. Bon, à la limite, ça peut arriver, mais. C'est un peu sa marque de fabrique. C'est peut-être pour ça que vous l'aimez. Peut-être que vous aimez les bides de Kev Adams. Voilà. En tout cas, ça a été un peu la souffrance, c'est-à-dire que l'attente c'était long, mais le film c'était beaucoup plus long. C'était vraiment l'ennui absolu. En tout cas, voilà, vous avez notre avis. Notre avis qui n'est que notre avis. Voilà, qui n'est que notre Et encore une fois, on a essayé de ne pas être non plus trop condescendant. L'objectif, c'était aussi d'expliquer pourquoi on a trouvé que ce film était mauvais. Voilà, pourquoi nous, on a trouvé que ce film était mauvais. On a donné des exemples. Chez vous, vous pouvez trouver que ce film est fantastique et vous pouvez avoir vos raisons de le faire. Je veux dire, ça, chacun, les goûts et les couleurs. Après, je pense qu'il y a aussi quand même, malgré tout, des raisons objectives qui font que le film est un peu en dessous d'autres films. Voilà. J'espère que nos arguments vous ont touchés. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir, malgré tout, de passer ce moment avec vous voilà, pour faire ce backlight. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi, Merci Raphaël. Mathias, moi aussi, à chaque fois. À chaque fois, un plaisir partagé et sans cesse renouvelé. On se retrouve très vite pour un futur backlight. On va backlighter un autre film qui, je vous le dis de suite, n'aura strictement rien à voir avec Ala 2. Parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est comme tu le disais, c'est qu'on fait tout type de film, on alterne. Et voilà, salut à tous les amis, et on se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao.